Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Amine, notre metteur en ondes, bonjour Chantal, Bonjour André. pour ce nouveau numéro de Jeux de scène, et je dirais même plus, Jeux de scène et plus, car dans une première partie, on va vous parler du spectacle vivant en général et du théâtre en particulier, et puis d'autres choses culturelles dans la deuxième partie, des expos, des livres, peut-être du cinéma. Voilà, donc première partie, le théâtre aujourd'hui avec, je vous parlerai du Barbier de Séville ou la précaution inutile de Beaumarchais, mise en scène de Justine Vultaggio que j'ai vue au Lucernaire. Papy Quichotte d'Elsa Grana au théâtre Paris-Villette. Judith Magre, dite Aragon, en duo avec Éric Nolot au théâtre de Poche-Montparnasse. Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo, c'est une adaptation de Elia Birman et Clémentine Niudansky que j'ai vu au théâtre de Poche-Montparnasse. Et encore et toujours au théâtre de Poche-Montparnasse, Colette au Music Hall de Geneviève de Kermabon. Kate de Jean-Marie Bessé dans la mise en scène de Frédéric Lazzarini au théâtre de l'Épée de Bois. Alors, le Barbier de Séville ou la précaution inutile. Eh bien, figure-toi, un truc incroyable, je connaissais pas cette pièce. Oh. J'étais persuadé, parce que la trilogie Mhm. de Beaumarchais, donc le Barbier de Séville, le mariage de Figaro, etc., j'étais persuadé Eh ben non, et tout d'un coup, là, je vois cette pièce. Alors, on sait pourquoi c'est Séville, parce que Beaumarchais, quand même, il est un petit peu provocateur, et donc, vaut mieux que ça se passe à Séville qu'en France. Mais la question n'est pas là. La question, c'est... quelque part, c'est MeToo avant l'heure. Mhm. Comment Mhm. est-ce qu'une femme, Rosine, qui Mhm. est complètement soumise à un homme qui l'a adopté mais qui veut se marier avec elle, comment est-ce qu'elle va réussir à échapper de ça? Eh bien, ce sera justement grâce à Figaro, le barbier de Séville. On écoute un peu la bande-annonce de ce barbier de Séville. Jalousie, tu viens ramper autour de moi comme un serpent perfide et froid. Jalousie, tu arrives dans ta chaîne. Ma chanson est tombée. Courez donc. Ah, ces femmes. Voulez-vous donner de l'adresse à la plus ingénue? Enfermez-la. Ah, ma chère Rosine! Monseigneur, cette personne est la pupille de votre tuteur. Pupille? Du docteur Bartholo. Oui, madame. Apprenez une nouvelle assez fâcheuse. Pour vous? Non, pour vous. Le comte Almaviva est en cette ville. Parlez pas. Elle est votre femme? Quoi d'autre? Je vous ai pris pour son bisaïeul. Maternelle, sempiternelle, ayant au moins 3 générations, entraînez-vous. Voilà, donc le barbier de Séville au Lucernaire. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est comment dire, le côté collectif, cette façon qu'ils ont. Voilà, un théâtre, ça marche quand les relations entre chaque personnage obéissent à une sorte de logique collective. Et que, à la fois, ce qu'ils disent, c'est pour chaque personnage, et en même temps, ça correspond aux autres. Et j'ai trouvé que là, en plus, vous avez vu qu'il y avait du chant, etc., j'ai trouvé que là, ça fonctionnait très bien, cette manière de provoquer un peu le spectateur. Donc voilà, c'est au Lucernaire. Et non, pas du tout. Si, c'est au Lucernaire. Chantal, tu vas nous parler de Papy Quichotte. Papy Quichotte. Oui, bien sûr, donc spectacle tout public que j'ai vu à Paris-Villette, dans la belle salle du théâtre Paris-Villette. C'est un vrai plaisir de s'y rendre. Je dirais que c'est une comédie familiale avec une petite fille, la petite Sacha, petite fille de CE2, et qui a une belle complicité avec son grand-père. Mais ce grand-père, eh bien, il se prend pour Don Quichotte. Et les parents, ils ne savent pas
comment faire régler ce problème et une grande solution va être trouvée, à savoir entrer dans la fiction imaginaire. Donc cela nous donne du théâtre dans le théâtre. Donc devant cette maladie neurodégénérative, eh bien la fiction va être la meilleure thérapie. Alors il y a un dispositif scénographique qui est très intelligent de Elsa Grana. Quand on arrive, il y a à l'avant-scène le fauteuil avec le lampadaire, c'est le coin du grand-père, et on va découvrir ensuite, en dessous de la scène, alors c'est l'endroit où la petite fille qui est la narratrice et qui raconte l'histoire avec beaucoup d'humour, eh bien elle apparaît, elle est allongée là sous cette scène et on ne voit que son visage éclairé à la lampe électrique et elle résume et elle commente. Ensuite, eh bien il y a ce qui se passe sur la scène et avec des jeux de rideaux, on va retrouver l'ampleur épique qu'il faut pour raconter l'histoire de Don Quichotte. Il y a véritablement une belle épopée. Il nous fallait du déguisement tout de même, puisque on est du côté des chevaliers. Et ça, c'est très bien fait. Et ça apparaît de manière progressive avec tous les accessoires. Et ça participe largement au comique, parce que ça donne l'occasion de véritables gags. Ça peut être vu par des enfants très jeunes. Pourquoi ? Parce qu'il y a une scénographie très animée avec une marionnettiste vêtue en noir et qui manipule des oiseaux et le fameux cheval de Don Quichotte, Rocinante, qui apparaît plusieurs fois dans le spectacle. Les personnages sont très creusés et tous jouent très bien. Alors c'est Dominique Parent avec son petit sac Hello Kitty, qui joue ce grand-père un peu décalé. Il a en main le bouquin de Miguel de Cervantes et il va nous lire des passages en espagnol. Maëlys Certanaïs, c'est la petite fille. Très très bien aussi, on y croit. Et j'ai beaucoup aimé l'évolution du père, qui d'abord est dans une sorte de résistance rationnelle. Et il y a le personnage de la mère, chanteuse lyrique, qui se met, lorsqu'elle est dépassée par les événements, qui se met la tête dans un pot de fleurs. Donc, beau spectacle qui travaille sur la confusion entre réalité et fiction, et qui repose sur l'idée selon laquelle, je pense que la folie parfois peut remédier à des situations familiales extrêmement difficiles. Vous avez jusqu'au 8 mars pour aller voir en famille ce Papy Quichotte. Alors Judith Magre donne, je crois, tous les lundis un spectacle où elle dit Aragon, accompagné. Oui, pas accompagné, c'est vraiment un spectacle où ils sont deux à jouer. Il y a Judith Magre, mais il y a aussi Éric Nolot. Alors, bon, c'est après Apollinaire et après Racine, parce que c'est lundi de Judith Magre au Théâtre de Poche, ça fait quelques années que ça dure. Et donc, de toute façon, ce sont les noces de Chêne bientôt pour Judith Magre avec le théâtre. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les noces de Chêne, vous vérifierez. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il ne s'agit pas de déclamer des poèmes d'Aragon. C'est une biographie, une sorte de biographie, c'est-à-dire ça va être chronologique, on va prendre, et à partir d'ailleurs d'un écrit biographique qui a été fait, et donc Éric Nolot va situer les différents textes d'Aragon qu'on va entendre, mais ce n'est pas que de la poésie. Ce sont des textes d'Aragon. Alors, on va avoir des poèmes, mais on peut avoir autre chose. On va avoir parfois quelques enregistrements de Ferrat ou autres. Mais, et donc, c'est ça qui fait l'intérêt du spectacle, c'est que ce n'est pas une espèce de spectacle poétique de déclamation, pas du tout. C'est un spectacle sur les différents aspects d'Aragon. On écoute un petit extrait qui parle pas tellement d'Aragon, mais peut-être plutôt... Enfin, on écoute. Nous ne saurions nous quitter sans aborder une dernière question, de loin la plus importante de toutes. Louis Aragon aima-t-il Judith Magre ?
Oui, on va aborder ce sujet, Judith. Le grand poète et l'ultime diva avaient fait connaissance dans des circonstances troublantes pour le premier. Car il se trouve que la seconde nommée portait ce soir-là un ensemble de bracelets très semblables à ceux que l'on voit au bras de Nancy Cunard sur une célèbre photo. Simple coïncidence, je vous laisse en juger. Aragon fit jouer Judith dans Ismène, une pièce de Yanis Ritsos qu'il avait inspirée. Ils partirent tous deux en tournée en Russie, où il arrivait qu'Aragon passe la nuit aux genoux de Judith. Oui, dans la vie, il n'y a pas que les yeux d'Elsa, il y a les genoux de Judith aussi. Et voilà ce qu'en dit Judith, je la cite en sa présence. Lui, Aragon, il m'a parlé de l'amour et des femmes comme personne au monde n'a su en parler, c'était extraordinaire. Aragon parlait d'amour et récitait des poèmes à Judith. Pourquoi ne pas imaginer que l'un de ces poèmes fut aussi l'un des plus beaux composés par Aragon? Pourquoi ne pas imaginer, avec une pointe de malice, pour conclure un spectacle sur le thème de l'amour, qu'il s'agissait d'Il n'y a pas d'amour heureux? Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, dit son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il croit serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin, eux qu'on retrouve au soir désœuvrés, incertains? Dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes. Il n'y a pas d'amour heureux. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi comme un oiseau blessé, et cela sans savoir le regard de passé, répétant après moi les mots que j'ai tressés, et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent. Il n'y a pas d'amour heureux. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson. Ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson, ce qu'il faut de regret pour payer un frisson, ce qu'il faut du sanglot pour un air de guitare. Il n'y a pas d'amour heureux. Il n'y a pas d'amour qui ne soit ta douleur. Il n'y a pas d'amour dont on ne soit meurtri. Il n'y a pas d'amour dont on ne soit flétri. Et pas plus que de toi l'amour de la patrie. Il n'y a pas d'amour qui ne vive de pleurs. Il n'y a pas d'amour heureux, mais c'est notre amour à tous deux. Donc on voit le point de vue un peu d'Éric Nolot qui est un poète qui a tendance à critiquer un peu tout est bien, tout est pas bien. Enfin, on connaît un peu le personnage. Et donc ici, on va jouer avec les situations, on va jouer avec cette personnalité controversée qui est grand résistant. Ça, c'est quand même le plus beau, sans doute, et grand résistant par la plume aussi, parce que parmi les poèmes que je préfère, c'est quand même ça en fait partie. Mais après, bon, l'amour, les ambiguïtés, bon, voilà. Donc justement, c'est un spectacle que je vous recommande. Chantal. Oui, on peut s'installer au théâtre de Poche Montparnasse toute la semaine. Parce moi, c'est qu'il y a... que le lundi. Oui, mais il y a la possibilité de voir, il y a de nombreux spectacles, donc il y a une grande variété. Et moi, je suis allée voir Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo, mais c'est une adaptation d'Elia Biermann et Clémentine Newdansky. C'est vraiment un très beau spectacle. Bon, c'est quand même un roman de 700 pages, Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo. Mais là, nous avons une très belle adaptation qui va privilégier, bien sûr, la théâtralité du spectacle. Et ça raconte l'aventure solitaire et difficile de Gilliatt. Donc,
c'est un marin-pêcheur, hein, et il est amoureux de Déruchette, la nièce du propriétaire d'un bateau qui va s'échouer pas loin des côtes de l'île de Guernesey. Et pour obtenir sa main, eh bien, Gilliatt se porte volontaire pour aller récupérer ce qui reste du bateau. Bien, c'est un récit très envoûtant, puisque cette épopée d'un homme rustre, simple, face aux éléments naturels et au destin, eh bien, va transformer l'homme. L'intrigue, elle est relativement simple, mais elle devient exemplaire, d'une dignité retrouvée, avec un mouvement presque sacrificiel. On est du côté de Hugo et forcément ça dépasse la simple narration. Très jolie mise en scène. Alors imaginez, sur le côté, il y a une structure artisanale, hein, d'assemblage. Il y a un escabeau, un ventilateur, mais ça figure le bateau. Et j'aime parce qu'il y a une mise en scène concrète. Quand Gilliatt est en train de récupérer des morceaux du bateau, hein, de la machine, eh bien on le voit avec des vis, avec des clous, etc., avec des accessoires. Et tout cela participe bien de l'illusion. Le naufrage, eh bien le naufrage, là aussi, c'est théâtralisé. On va entendre une voix enregistrée à 3 reprises, le capitaine qui alerte. Il y a tous les effets de tempête qu'on peut imaginer, avec un travail excellent sur la lumière. Et il y a une séquence, moi, que j'ai vraiment appréciée grâce à la bande-son, car on est dans l'obscurité, mais on entend la nage de Gilliatt avec le clapotement de l'eau. Les scolaires connaissent bien le combat de Gilliatt contre la pieuvre. Et bien, ce passage aussi est très bien illustré. Le comédien, Elia Birman, il est à la fois le narrateur et le personnage, et il met en valeur la belle langue de Victor Hugo avec sa voix, avec ses vibrations, avec ses nuances, mais il est aussi le personnage et il nous transmet eh bien, toutes ces douleurs, tout le travail de la mère. Donc vraiment, c'est un beau spectacle et on a l'impression à chaque instant d'être dans le temps présent de cette fiction. Il y a adéquation entre le temps de la représentation et le temps de la fiction. C'est vraiment du bel ouvrage que ce spectacle Les Travailleurs de la mer aux Poches Montparnasse. Alors, retournons aux Poches Montparnasse, allons au music-hall avec Colette, ou Colette au music-hall. Tous les lundis soirs. Alors, Magre, c'était à 19h, et Colette, au music-hall, c'est à 21h. C'est pas la même salle, de toute façon, parce que il y a 2 salles au théâtre du Poche Montparnasse. Alors, c'est un spectacle que j'ai trouvé très personnel et très généreux à la fois. C'est-à-dire que Geneviève de Kermabon, qui a connu le music-hall. Hein, et le cirque. Et le cirque, justement, pas très loin. Eh bien, elle a fait quelque chose. Elle a récupéré des textes de Colette. C'est-à-dire que ce que j'ai trouvé assez extraordinaire, c'est que à partir de ce thème des années que Colette a passé au music-hall, elle s'est servie d'écrits directs de Colette sur le music-hall, mais d'autres aspects de son œuvre, mais qui étaient en relation, qui étaient en espèce de résonance avec ces années music-hall. C'est quand même pas rien. Colette, hein, elle divorce après 13 ans de mariage de son mari Willy, etc. Et elle va, pendant 6 ans au moins, à 33 ans, se mettre au music-hall. Et là, elle sera très solitaire en même temps et complètement rejetée par sa société de départ. Hein, il faudra attendre vraiment quelques années avant sa mort pour que, comme dirait Aragon, que cette personne qui était rejetée par Aragon, comme disait... bon, bref,
cette personne rejetée de Jean Cocteau à son enterrement, rejetée de tout le monde, c'est devenu une icône, etc. Et c'est vrai que pour le féminisme aussi, Colette, c'est quand même un bel exemple de quelqu'un qui s'assume complètement dans sa bisexualité, dans son corps, voilà. Et donc, je trouve que Carmambon, ici, elle arrive à nous communiquer cette sorte de vie de Colette. Et ce que j'ai beaucoup aimé, justement, c'est que c'est pas parfait. C'est pas une vie complètement merveilleuse que celle de Colette. Elle a quand même lutté. Elle a quand même eu des moments assez difficiles. Et elle a un regard sur la société qui est un peu particulier par rapport à son regard sur la vie. Elle aime la vie, elle aime pouvoir vivre, pouvoir s'exprimer et partager et ressentir. Ce qui est le plus important pour elle, c'est son corps. Et la société est plutôt répressive par rapport à ça. Et puis, il n'y a pas qu'elle, il y a aussi d'autres personnages dont elle parle, qu'elle nous transmet. Et avec beaucoup de simplicité finalement, mais pas uniquement, Geneviève de Kermabon arrive justement à jouer de ce corps qui est celui de Colette. Donc voilà, donc moi vraiment c'est un spectacle que j'ai trouvé original et finalement assez ambitieux et qui tient ses promesses. C'est donc Colette au musical de Geneviève de Kermabon. Chantal, on termine avec... Cateux. Oui, c'est l'histoire du jeune prince Frédéric, qui deviendra Frédéric II, qui a été en grande correspondance avec Voltaire. Et son père, eh bien, le monarque Frédéric Guillaume, était un père cruel, colérique et violent. Il a été surnommé le roi sergent et surtout il va devenir violent quand il va s'apercevoir que son fils a des penchants homosexuels et qu'il est amoureux d'un officier. L'officier, c'est c'est Hans Hermann von Cateux. Voilà. Donc on a un portrait en situation quand même d'une figure patriarcale qui est violente avec son fils, mais pas uniquement, aussi avec sa fille et avec son épouse. Donc on voit la problématique extrêmement moderne. Mais ce qui fait l'originalité de ce spectacle, c'est que Jean-Marie Bessé a choisi de recourir au vers. Et donc, on a des alexandrins. Et donc, c'est une écriture classique qui s'inspire de Racine, de Corneille et un peu de Molière aussi, parce que dans ces vers, il y aura par quelques moments prosaïques. Il y a presque aussi l'inspiration de Shakespeare, parce qu'on verra le prince à un moment donné tenant le crâne d'un squelette. C'est vraiment un très très beau spectacle et ces vers sont judicieux puisque on est dans une certaine condition sociale des personnages. Alors le prince, il est joué par Nemo Schiffman. Il fait une entrée remarquable et une prestation immédiatement. On ressent sa jeunesse et surtout on ressent son goût pour la culture, pour l'art, tout ce qui met en rogne, bien sûr, le père qui est du côté du virilisme, qui est du côté du machisme. Il y a l'amant, l'amant Quête, c'est Tom Mercier, il a un jeu extrêmement physique, il fait même des prouesses, il a un petit accent qui le rend étrange, les personnages féminins aussi sont très présents, donc moi j'ai aimé ce conte cruel contre la sensibilité, contre l'érudition, contre la culture, et c'est beau parce que c'est dans la grande salle de pierre, de l'épée de bois, et il y a des effets de lumière avec des changements de couleurs, avec des rideaux, mais vraiment c'est extrêmement intéressant que ce spectacle écrit par Jean-Marie Bessé et mis en scène par lui-même. C'est à l'épée de bois, ça c'est un lieu aussi qui présente du beau théâtre.
Donc, on vous a parlé également de Colette au music-hall, Geneviève de Carmabon au théâtre de Poche-Montparnasse. Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo dans l'adaptation de Elia Birman et Clémentine Niudansky au théâtre de Poche-Montparnasse. Et encore au théâtre de Poche-Montparnasse, Judith Magre dit Aragon, en un duo avec Éric Nolot. Et dans une autre belle salle de théâtre, Théâtre Paris-Villette, Quichotte d'Elsa Grana. Et je vous encourage à retrouver la reprise du Barbier de Séville, mise en scène de Justine Vultaggio. C'est au théâtre de Lucernaire. Voilà pour cette première partie de jeu de scène, mais vous allez pouvoir voir jeu de scène et plus, la deuxième, le plus. Et n'oubliez pas que si vous voulez voir des images des spectacles, et nous également, vous pouvez nous retrouver sur Radio Soleil, jeu de scène Radio Soleil, sur YouTube. Voilà, à tout de suite. Rebonjour à toutes et à tous pour cette deuxième partie de Jeux de scène et plus. Et là, c'est plus le spectacle vivant, mais c'est les expos, c'est les romans, c'est les films. Alors aujourd'hui, Chantal, je vous parlerai du Bastion des larmes d'Abdellah Taïa aux éditions Folio. Un recueil de nouvelles de Malika Moustadraf, 36 aux éditions Cambourakis. Au musée des arts décoratifs, j'ai vu une journée au XVIIIe siècle. Au musée Guimet, manga tout un art. Woman and Child, c'est un film iranien de Saïd Roustaï, dont je vous parlerai. Rue Malaga de Mariam Touzani. Alors André, le bastion des larmes de Abdellah Taïa. Oui, alors, c'est un Marocain, mais il s'exprime en français. Et c'était aussi un réalisateur de cinéma. Il fait des films également. Et c'est son dernier roman. Encore que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont dues à lui. Et donc, ça pose le problème de l'homophobie. Et l'homophobie, c'est quelque chose d'épouvantable. C'est comme le racisme. Il y avait des triangles roses dans les camps de concentration. Donc bon, on peut... on ne choisit pas. Tout le monde n'a pas comme Colette de pouvoir être l'un et l'autre. Mais voilà. Et on se retrouve comme ça dans des sociétés patriarcales. Alors, on est toutes désigné dans sa famille comme petite fille. On ne va pas déjeuner, on ne va pas dîner, on va être à la cuisine avec les femmes. On se fera violer par des hommes qui sont hétéros, mais ça ne les empêche pas de violer d'être pédophiles, de violer les enfants. Et voilà. Et quand on regarde, c'est pas forcément mieux ici qu'ailleurs. C'est dans tous les temps et dans beaucoup de sociétés. Et je vais vous livrer un petit... alors, parce que chez Abdellah Taï, c'est un roman, il y a plusieurs types de personnages. Il y a des personnages, qui parfois viennent lui parler dans ses rêves. Et donc, ici... c'est Najib. Najib, c'est son premier amour, mais il est parti et il est devenu un grand dealer, un trafiquant de drogue, richissime. Et donc, il s'est vengé de sa famille, mais il s'est fait adopter de toute la société. Et voilà ses funérailles. Un silence étrange régnait à présent dans l'impasse. Les questions soulevées par le faux imam tournait encore dans toutes les têtes. De quel côté va finalement pencher cette foule? Renier Najib? Oublier l'amour de Najib? Renoncer à l'argent haram de la drogue de Najib? Trahir encore une fois Najib après tout ce qu'il avait entrepris pour les habitants de Haï Salam et de Salé?
La foule semblait hésiter. Les yeux de Dieu étaient braqués sur elle. Le silence a duré très longtemps. Trop longtemps. Je me suis tourné vers ma sœur Ada pour essayer de deviner ses pensées. Sa tête était baissée. Elle était perdue elle aussi. Mais la bonne Mounia n'avait pas dit son dernier mot. Elle avait compris que la bataille n'était pas encore complètement gagnée. Alors, elle est revenue à la charge. Elle s'est mise à pleurer fort, à crier fort, de plus en plus fort, en hurlant sa douleur, la mort de ce cher et merveilleux Najib. Najib, Najib. Dis-moi, qu'allons-nous faire de sans toi? Comment continuer à vivre après toi, Najib, notre cœur tendre? Où es-tu? Où te trouves-tu en ce moment? Tu nous entends? Tu m'entends, Najib? La foule observait Mounia. Elle l'a jugé. Un spectacle froid, surjoué, tous ces cris, trop artificiels. Elle finirait par se calmer toute seule. Mais Mamia a fait l'exact contraire. Elle a redoublé ses cris. Elle a tellement hurlé qu'elle a fini par entraîner les autres. D'abord, les femmes ont rejoint Mounia dans ses pleurs et sa comédie. Quelques instants plus tard, tout le monde pleurait. Toute l'impasse résonnait de sanglots. Mounia était aux anges, elle avait gagné. Baroul, la sœur aînée de Najib, s'est rapprochée d'elle et l'a prise dans ses bras. Elle avait enfin compris le pouvoir réel de Mounia et pourquoi Najib était aussi attaché à elle. Mounia était redoutable. Le feu même, elle connaissait les moindres secrets de Najib. Mounia savait où se trouvait le diamant de Najib. Il valait mieux faire la paix avec elle, là, tout de suite, devant tout le monde. Regardez. Regardez ce que je suis en train de faire. Moi, Batou, la sœur aînée de Najib, je me réconcilie avec la bonne. Je reconnais devant vous toutes les qualités et les mérites de cette moins que rien. Regardez-nous, toutes les deux, dans la maîtrise parfaite de l'art marocain de l'hypocrisie. Tu es comme ma sœur, Mounia. Excuse-moi. Excuse-moi. Voilà. Donc, c'est un livre qui m'a vraiment intéressé et plu parce qu'il creuse quelque chose, enfin, sur le plan des idées, le problème de l'homophobie, que je crois très important, et d'autre part, il est bien écrit également, comme on a pu l'entendre tout de suite. Chantal. Oui, ben écoute, on ne s'est pas consulté, mais moi j'ai découvert une autrice marocaine qui, elle, a écrit en arabe. Et en fait, c'est un recueil de nouvelles qui s'intitule 36, Trent-SIS. Et donc, ça avait été publié en 2004. Ça a été traduit en anglais, mais on a attendu 2026 pour qu'on puisse lire ces nouvelles. Cela peut paraître comme un recueil de nouvelles, mauvais genre, dans la mesure où ça fait très mal, où ça frappe fort, parce qu'elle évoque dans une grande franchise, dans une grande, j'ai envie de dire presque vérité, eh bien, la situation sociale, la misère sociale dans tous les recoins du Maroc. Et elle crée des situations qui racontent la condition de la femme et les relations entre hommes et femmes. Il y a des nouvelles qui sont extrêmement dures. Le 36, eh bien, d'abord, ça vient du numéro de l'hôpital psychiatrique à Casablanca, mais c'est aussi le surnom que donne une jeune narratrice, une jeune fille d'une des nouvelles pour son père. Son père qui, tous les samedis, fait venir une nouvelle femme et il se trouve que le samedi, elle le déteste. En plus, c'est le jour où elle aura connu ses règles. Vraiment, moi, j'ai été surprise par la vraie charge contre une société d'hypocrisie qui s'attaque aux plus fragiles. Dans la nouvelle, une boîte de lait et une djellaba, la femme est obligée, qui a un enfant, est obligée de se prostituer. On entend les propos masculinistes, etc., qui sont exprimés dans la plus grande violence. Ce sont des courtes fictions, mais il y a quand même du pittoresque
collectif parce que, eh bien, il y a ce qu'on peut rencontrer quand même dans les traditions marocaines, le magique de la fable avec les djinns, avec le fki, avec le ghoul. Alors, il y a un gros travail de traduction et c'est très bien parce que pour la publication de ces nouvelles, on a une postface par le traducteur et une préface Rimbatal qui dit que c'est pas un recueil pour débutants et débutantes pardon, et puis le traducteur qui explique un peu les difficultés et il a vraiment beaucoup travaillé pour montrer les écarts par rapport à la norme, par rapport à la langue arabe, parce qu'il va y avoir aussi des éléments de la langue marocaine. Et puis, par exemple, les citations religieuses, elles seront traduites dans un français archaïque. C'est vraiment un bel ouvrage et je suis contente de l'avoir découvert. Mais malheureusement, cette autrice ne pourra plus nous offrir quelque chose puisqu'elle est décédée très jeune, à 37 ans, d'une insuffisance rénale. Alors André, comment se passe cette journée au XVIIIe siècle au musée des arts décoratifs? Eh bien, voilà. Je fais une petite citation de Talleyrand, qui n'a pas vécu dans les années voisines de 1789, ne sait pas ce que c'est que le plaisir de vivre. Ah. Donc, on a une certaine société d'hôtels particuliers. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un hôtel particulier. Il y en a à Paris, évidemment, pas uniquement. Et on a un porche, un mur, et puis on rentre dans une cour, et derrière, on a un bâtiment avec parfois des ailes, et encore derrière, parfois un jardin. Et donc, c'était les demeures de l'aristocratie. C'est le style Louis XVI, hein. On ne peut pas dire le contraire. Et donc, on va avoir, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va faire une sorte de promenade dans différentes parties de cet hôtel particulier. Alors d'abord, la cour d'honneur, bien sûr, le jardin derrière, l'hôtel des hôtels, et puis on va pénétrer. Et alors, il faut savoir qu'à l'époque, il y a évidemment le couple, les enfants, et puis une quinzaine de serviteurs, quand même, faut voir ça, dans un petit hôtel particulier. Et donc, ce sera la maisonnée. Alors, à l'époque, 18e siècle, c'est là que vraiment naît, comment dire, les horloges et tout ça. C'est un luxe extraordinaire. Et donc, pour les maîtres, dans certaines pièces, il y a les horloges, les heures et les jours. On a ensuite le vestibule, c'est un endroit un peu neutre, où on va accueillir les nouveaux entrants, venir les chercher et les présenter ensuite. Et donc, il faut voir que dans chacune de ces pièces, on va avoir les meubles qui vont avec, les horloges, les portes, enfin, les voitures pour porter les gens. Enfin, on va avoir tout cela dans ce pur style Louis XVI. Le matin, la chambre et ses dépendances, hein, parce qu'il y a c'est un peu chronologique aussi, cette visite. L'avant-dîner, alors, il faut savoir que l'avant-dîner, c'est déjeuner à l'époque, vers 14h quand même chez les aristocrates. Hein. La bibliothèque de monsieur, l'après-dîner, le boudoir de madame, parce que madame après-dîner, elle va bouder un coup. L'oratoire, parce que quand même, on croit beaucoup en Dieu à cette époque-là. Le dîner, le souper, la salle à manger, la soirée, le salon de compagnie et le petit salon. Donc voilà, vous pouvez imaginer que c'est le prétexte pour les arts décoratifs de nous présenter des centaines d'objets, tout plus beaux les uns que les autres, quoi, qui ne correspondent pas du tout à vos goûts, je ne suis pas très Louis XVI. Mais bon, c'est une époque aristocratique, hein, vraiment. Bon, est-ce que maintenant... Peut-être que chez les riches, j'ose pas dire les noms, hein, mais c'est peut-être pas si beau que ça. Je pense que les riches aujourd'hui ont peut-être bon, je sais pas ce que c'est le style Louis XVI d'aujourd'hui, je sais pas ce que c'est. En tout cas, voilà, c'est tout. Alors, c'est 15 € au moins. C'est pas, j'ai dit des bêtises la dernière fois.
C'était pas du tout gratuit, Dessin sans limite. Hein. C'était, sauf si on avait la carte du musée Pompidou. Paris Musée. Paris Musée ou musée Pompidou aussi, parce que ça vient. Voilà, donc c'est aux arts décoratifs. Chantal. Oui, un petit voyage, moi, dans l'espace avec les mangas. Manga, tout un art. Bon, pour moi, c'est pas une exposition si facile que cela, hein, parce que ce genre-là, je le maîtrise pas complètement. Hein. Oui, non, mais j'ai commencé à lire. Déçu, là. Non, mais j'ai commencé à lire One Piece tout de même, hein, pour que je puisse voir un peu de quoi il s'agissait. Hein. Bon, mais c'est très intéressant, c'est très bien organisé par Estelle Bauer et Didier Passamonique qui vont nous raconter les origines du manga et l'évolution. Enfin, je ne savais pas bien que c'est un genre qui est le produit d'échanges entre l'Occident et le Japon au 19e siècle, hein, dans les années 1850, et que cela s'est développé dans la presse satirique. Mais bien sûr, l'expo va montrer que les mangakas, ceux qui font les mangas, tout le monde sait ce que c'est qu'un manga. Hein. C'est un petit format. Oui. Sauf que ça se refait de droite à gauche. Oui, voilà, tout à fait. Hein. C'est un album à petit format avec une couverture en couleur et à l'intérieur, c'est en noir et blanc. Et tu as raison, ça se lit de droite à gauche et il y a un style pictural tout à fait particulier. Manga, c'est dans l'étymologie, ça veut dire ga, c'est le dessin, et puis man, c'est le dessin involontaire, divertissant, sans but. Donc ça donne c'est quelque chose d'un peu dérisoire. Mais bon, donc les mangaka, ils se sont inspirés aussi de belles estampes de l'époque Edo. Et donc on va avoir dans l'exposition de belles œuvres. On remonte, et ça pour moi, ça m'a paru très exotique et très joli, on remonte jusqu'à la tradition de Kamishibai. C'était des histoires qui étaient présentées avec des petits cartons et des chevalets, et le tout était transporté sur un vélo. Donc, et là, dans l'exposition, il y a un modèle de ce type de vélo. Alors, l'expo s'arrête sur des grands noms de mangaka. Et puis, je vais citer Osamu Tezuka. On l'appelle le dieu du manga. Pourquoi ? Il a installé le langage cinématographique dans le manga. Vous pouvez lire Astro Boy de 1952 et ça a même été adapté au cinéma. Mizuki Shigeru, lui, il est le maître du yokai. Le yokai, c'est quoi ? C'est les petites créatures fantasmatiques et fantomatiques et qui font partie du folklore. Et donc, il fera des mangas sur le moine renard. Il y a une grande... Alors maintenant, on exploite beaucoup cet univers des yogai. Je ne savais pas qu'il y a quelque chose de genré dans le manga. Il y a le manga pour les jeunes filles, les shoujo. Alors, on y voit des personnages, des jeunes filles avec des yeux pétillants, des yeux scintillants, etc. Ils sont souvent en pied. Et puis, les shonen sont destinés pour les garçons. Alors, c'est avec ça que ça va prendre une grande ampleur, mondiale. C'est de la culture populaire, donc entre art et industrie. Ça renvoie à la pop culture. Et il y a beaucoup de personnages extrêmement fantastiques. Alors, je vais citer Dragon Ball. Vous allez dans n'importe quelle bibliothèque, dans n'importe quelle librairie, et vous voyez toute la série des Dragon Ball de Akira Toriyama, qui s'est inspiré d'une légende chinoise, l'enfant à la queue de singe, qui est doté d'une force magique extraordinaire avec un nuage et un bâton extensible. Moi, j'ai bien regardé les planches artisanales qui montrent quand même tout le travail qu'il faut pour faire des mangas. On termine, et ça m'a beaucoup plu, on termine avec la fashion manga. C'est des hauts couturiers qui ont repris des motifs de manga pour des vêtements haute couture. Alors, sachez... Moi, je fais ça tous les ans. Sachez que bientôt, Parc de Sceaux, les sékuras, les cerisiers vont être en fleurs. C'est d'une belle beauté. Et là, on y voit des jeunes qui viennent déguisés en personnages de manga. Donc, regardez quand sortent ces sakuras du Parc de Sceaux.
côté cinéma, alors tu es allé voir le film iranien de Saed Roustahi, Woman and Child. Oui, puis je ne peux pas parler de ça sans penser aux Iraniens qui se prennent à la fois, ils se prennent des tyrans épouvantables et maintenant ils se prennent des bombes. Et je ne suis pas sûr que ce soit formidable de se prendre des bombes parce qu'on a des tyrans. Voilà, donc je pense à ça. Et c'est intéressant justement parce qu'on a reproché, à l'auteur d'avoir un peu... parce qu'il a fait plusieurs films. Hein. Il a eu un très grand succès en Iran avec son premier film. Ensuite, il en a fait un second. Il a été très critiqué par le régime iranien qui lui a reproché de l'avoir... c'est Saed Roustahi qui l'a reproché de l'avoir montré à Cannes et ailleurs. Et là, pour Woman and Child, on lui a reproché d'avoir demandé l'autorisation. Mais justement, c'est pas inintéressant. Parce que ce qui est très intéressant dans ce film, c'est que sous les apparences, pas politiques, il est extrêmement politique. Parce que qu'est-ce qu'il nous remet en cause ? Il remet en cause le patriarcat. Et alors, remettre en cause le patriarcat avec les islamistes iraniens, à mon avis, c'est complètement révolutionnaire. Et donc, on a... je ne vais pas raconter l'histoire, parce que ça m'agace, c'est critique, il raconte des histoires, ça ne supporte pas. Mais bon, on a une jeune femme qui a à peu près l'âge de l'auteur, du réalisateur, parce que, ils ont moins de 40 ans, ces gens-là. Hein, c'est très jeune quand même, hein, pour être aussi merveilleux. Et elle est infirmière, et donc elle va se trouver confrontée avec, je ne dis pas quoi, mais avec quelque chose de terrible. Et la question qui se pose, c'est ça que j'ai trouvé. Alors, j'ai trouvé plusieurs choses extraordinaires dans ce film. D'abord, peut-être la forme. C'est quelqu'un qui s'est filmé. Le cinéma, c'est l'image quand même, hein, c'est la photographie, c'est quelque chose comme ça. C'est le montage, c'est les plans. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une capacité entre l'individuel et le collectif à réussir à montrer les deux d'une façon exceptionnelle. Donc c'est un très grand cinéaste au niveau, pour autant que je suis qualifié pour le dire, mais je crois, au niveau de l'image. Ensuite, c'est aussi épouvantablement bien au niveau du fond. C'est la différence qu'il y a entre responsabilité et culpabilité. Je ne sais pas si tu vois la nuance, mais tu es mère. C'est morale, famille et société. Et c'est pas simple. Qui est bon, qui est gentil ? C'est pas facile de le voir là-dedans. Même les méchants peuvent avoir un petit coup. Et voilà, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, cette intelligence entre la morale et la société. Entre la qualité, je dirais, cinématographique du film, hein, de genre, hein, et la qualité de la réflexion philosophico-morale et politique, j'ai trouvé que c'était un film extraordinaire, très original. Voilà, donc ça s'appelle Woman and Child et c'est au cinéma. Chantal. Oui, donc moi je parle de Rue Malaga de Mariam Touzani. Film intéressant, peut-être pas éblouissant pour moi, mais qui tient très bien parce qu'il y a cette comédienne Carmen Mora qui est excellente et qui joue le rôle d'une dame très âgée. Alors je raconte pas, mais bon, elle vit à Tanger et il y a un problème d'appartement qu'on veut récupérer, que sa fille veut récupérer et qui fait qu'elle, il faudrait qu'elle aille ailleurs, soit Madrid, soit l'EHPAD. Bon, c'est un personnage très positif. Hein. On ne l'attend pas comme ça. Donc c'est cela qui fait qu'on aime bien, on a de l'empathie pour ces personnages. Parce qu'à 79 ans, elle a une envie de vivre, elle va avoir une détermination dans sa résistance pour conserver cet appartement et donc elle va contre l'image de la mère qui peut se sacrifier pour ses enfants et elle va redécouvrir, on imagine bien sûr, quelques plaisirs hein, même avec son âge. Donc c'est une comédie tendre.
il y a des situations très drôles parce qu'il y a une petite transgression. Alors, par exemple, il y a ces scènes où ce personnage va régulièrement aller voir une amie qui se trouve dans un couvent enfermée, qui a fait preuve de mutisme, et elle raconte tous ses écarts, même les plus privés. C'est amusant, mais j'ai trouvé ça un petit peu obsolète quand même, hein, parce qu'elle est la Josépha, elle est enfermée dans une structure catholique. Après, il y a quelque chose de très drôle, c'est par exemple quand eh bien, elle récupère son appartement et elle a quelques petits problèmes économiques, donc elle va s'improviser comme un resto et elle fera venir des jeunes qui regarderont des matchs à la télévision. Moi, j'aurais voulu encore plus libertaire et encore plus transgressive. C'est un hommage à la ville de Tanger, hein. C'est la ville natale de Myriam Touzani, et en fait ce film-là est en hommage à la grand-mère Juana qui était espagnole. Elle filme bien le quartier. Ça n'a pas été tourné dans la rue Malaga parce que c'est peut-être trop moderne, mais ça a été tourné dans la rue d'Italie. Alors quand même, moi, ce film, il m'a posé problème parce que j'ai trouvé que sans le vouloir, vraiment presque inconsciemment, ça présente le portrait d'une femme espagnole, mais qui reste espagnole dans cette communauté. Elle a toujours vécu à Tanger, donc elle a de très belles relations, mais dans son quartier, ça se limite au commerce. Elle connaît pas l'arabe, elle est capable simplement de dire merci, shokran. Je trouve que quand même là il y a quelque chose d'une assimilation qui est un petit peu relative. Et cela aurait pu se passer un peu n'importe où parce que c'est un attachement à son lieu de vie et uniquement à son quartier. Mais la fin est belle parce que c'est une fin ouverte et c'est à nous de déterminer, eh bien, quel sera le choix et ce qui arrivera à ce personnage avec une évolution dans la relation mère-fille. Voilà, donc rue Malaga. Et je vous ai parlé également de Woman and Child de Saïd Roustahi. De Manga tout un art au musée Guimet, vous avez la possibilité jusqu'au 9 mars d'y aller. Nous sommes en vacances scolaires. Une journée au XVIIIe siècle au musée des arts décoratifs. Et lisez ce roman 36 de Malika Moustadraf qui a été édité aux éditions Cambourakis. Et ne passez pas à côté du Bastion des larmes d'Abla Taïa aux éditions Folio. Et retrouvez-nous et retrouvez des illustrations et des photos pour l'exposition, etc. Sur notre émission illustrée sur la chaîne YouTube Jeux de scène et plus. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dramatiques et visuelles. Au revoir.